Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous investisseuses et investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Alors tous les ans, souvent au moment du printemps, revient la déclaration des impôts. Même si la France est passée au prélèvement à la source, il n'en demeure pas moins la nécessité de remplir cette fameuse déclaration d'impôts et de découvrir le montant toujours trop important des impôts versés à l'État. Pourtant, ce n'est pas une fatalité et pour ceux qui s'en donnent la peine, l'État propose un certain nombre de systèmes de défiscalisation. Il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes résolutions et s'intéresser à ces systèmes. Parmi ceux-ci, il en est un qui est spécialisé dans les investissements dans les territoires d'outre-mer, avec différents supports associés. Alors, vous l'aurez sans doute compris, ce mois-ci, nous allons aborder le thème de l'investissement en loi Girardin. Alors, nous avons déjà abordé ce thème de l'investissement en loi Girardin sur notre site Construire sa retraite, mais nous avons régulièrement des questions sur ce type d'investissement. Alors, ça tombe très bien, car ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste de Pascal, qui est directeur développement et fiscalité chez Interinvest, qui est donc spécialiste de solutions d'investissement innovantes. Jean-Baptiste de Pascal, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. On a plein de questions. Alors avant toute chose, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un investissement Girardin? Je crois d'ailleurs qu'il en existe plusieurs formes. Girardin industriel, Girardin social? Exactement, il y a plusieurs formes. Alors juste pour reprendre sur le principe du Girardin au départ, l'objectif de la loi, en fait, c'est de soutenir les Outre-mer, et plus spécifiquement les entreprises en Outre-mer. D'accord. C'est un dispositif qui est unique, puisqu'on va financer l'investissement productif de l'entreprise en Outre-mer. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas au capital d'une entreprise, on soutient directement le besoin industriel d'une entreprise. Et pourquoi ça a été mis en place? C'est ça qui est intéressant. Alors, ça s'appelle loi Girardin, avant c'était la loi Paul, la loi Ponce, mais bon, en gros, c'est à peu près la même logique. C'est que nos Outre-mer sont très éloignés de nous géographiquement, et ça cause un surcoût à l'investissement quand on veut s'équiper. Une entreprise qui veut acheter un tractopelle à La Réunion, eh bien, elle va la payer 30 à 40% plus cher que si c'était en métropole. Ce qui pénalise nos entreprises d'outre-mer et ce qui, du coup, les rend moins productives. Et donc, l'idée de ce dispositif, c'est de financer uniquement cet écart de prix. On n'offre pas du matériel en outre-mer, on finance l'écart de prix pour ramener à peu près à niveau entre l'outre-mer et la métropole. D'accord. Alors, on voit bien donc finalement quelle est la destination de ce type d'investissement. Mais pour l'investisseur, comment ça se passe? Comment ça se concrétise pour lui? Alors, pour lui, c'est un dispositif, entre guillemets, qu'on appelle purement fiscal. C'est-à-dire qu'il va investir, on va prendre un exemple cette année, en 2020, encore en 2020. D'accord, oui. Il investit cette année en 2020 pour bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de ses revenus 2020, mais qui seront donc déclarés en 2021. D'accord? Donc, on anticipe finalement le versement de son impôt un an en avance. Et depuis la mise en place du prélèvement à la source, on ne va pas diminuer l'impôt à payer, mais on va obtenir une restitution une fois par an, donc en juillet N+1, où on va nous rendre notre investissement avec éventuellement la performance en fonction de la rentabilité de l'opération. Alors, ce qui intéresse nos auditeurs investisseurs, ce sont les chiffres. Quels sont les taux de réduction d'impôts obtenus en retour? Et puis, en fonction du type de Girardin, est-ce qu'il y a des plafonds spécifiques à ces réductions? Alors, les chiffres, effectivement, ils sont importants. Oui. Nous sommes là pour en parler, Jean-Baptiste de Pascal. Alors, on va prendre un exemple concret. Un investisseur qui met 10 000 euros, eh bien, il investit cette année 10 000 euros et l'année prochaine, il va bénéficier d'une restitution de 11 000 euros. Dans cet exemple-là, les 10 000 euros que moi j'ai versés en tant que contribuable français, ils sont acquis à l'entreprise locale, outre-mer. Elle ne doit pas me les rendre. Elle, c'est comme une subvention. Elle les garde, ça contribue au financement de son bien. Et c'est l'administration fiscale qui va me rendre les 11 000 euros. Donc mes 10 000 d'investissement, plus la performance de cet exemple-là, c'est 10%. Donc plus mes 10% de performance, ça fait 11 000 euros. D'accord, une sorte de rémunération de 10%. Exactement, ça fait un placement de trésorerie à hauteur de 10%. C'est pas limité au montant de mes impôts, capé Ouais. au montant de mes impôts, parce qu'il y a quand même cette logique de plafond qu'il faut respecter. On l'a mentionné, mais il y a 3 plafonds qui peuvent être spécifiques selon les dispositifs. Au maximum du maximum, on va pouvoir aller jusqu'à 60 000 euros de réduction d'impôt en Girardin logement social. Et en industriel, on va aller entre 40 et 52 000. Donc ça laisse de la place, mais c'est sous réserve du respect du plafond des niches fiscales, qui est de 10 000 pour l'ensemble des niches fiscales, voire 18 000 pour la partie outre-mer. Donc il
Il y a un petit calcul savant qu'il faut effectuer. D'accord, pour là, il faut s'adresser à des spécialistes. D'accord. Et est-ce qu'il existe une sorte de saisonnalité autour de ce type d'investissement? On a coutume de la situer plutôt au moment de l'automne. Est-ce que c'est vrai? Ou bien est-ce qu'on peut finalement investir à n'importe quel moment de l'année? Ou est-ce qu'il faut privilégier plutôt des fenêtres particulières? Alors, c'est vrai et c'est faux. En droit, c'est vrai. On a le droit normalement d'investir jusqu'au 31 décembre de l'année. Donc, on pourrait le faire à n'importe quel moment. Mais dans la réalité des faits, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce qu'on est sur une logique. Nous, notre contrainte, ce n'est pas le nombre d'investisseurs, mais c'est le nombre de projets disponibles. Finalement, une fois qu'on a financé les projets disponibles outre-mer pour 2020, bah voilà, ça s'arrête. Et donc, même si techniquement, ce serait possible de souscrire jusqu'au 31 décembre, il y a un risque que si on vient le 31 décembre, il n'y a pas de projet disponible. Donc, c'est pour ça qu'il y a une saisonnalité des clients récurrents, de ceux qui ont l'habitude du dispositif Girardin, qui est sur le premier, avant c'était même le premier semestre, maintenant c'est le premier trimestre de l'année, parce qu'il y a un renouvellement qui est fort. Pour vous donner un ordre d'idée, chez Interinvest, on a un taux de récurrence qui est proche de 90%. Donc c'est-à-dire qu'un investisseur qui fait une fois... Ah oui, il est satisfait manifestement. Il reste. Donc tous ces investisseurs-là ont tendance à se concentrer sur la première partie d'année. Et c'est vrai que pour les gens qui découvrent, la deuxième saisonnalité, c'est plus l'automne, comme vous le dites, c'est au moment où on reçoit l'avis d'imposition. On se dit, oh là là, l'année dernière, ça pique un peu. Qu'est-ce qu'on fait pour l'année qui vient, quoi. Alors, il y a une tendance à croire que l'investissement Girardin est plutôt réservé à des personnes très fortunées qui paient beaucoup d'impôts, évidemment, et qui peuvent investir des sommes importantes. Est-ce une mythe ou réalité, finalement? Alors, historiquement, oui, parce que avant la mise en place des plafonds sur niche fiscale, justement, eh bien oui, c'était le gâteau était le même, mais c'était les plus gros qui en prenaient le plus. Oui. Notamment parce que c'était aussi plus simple pour nous, puisqu'on s'adressait à moins d'investisseurs. Et puis, pour la même enveloppe. Exactement. Voilà. Mise en place des plafonds, on remet tout à plat, c'est-à-dire qu'il y a un maximum possible par investisseur, et donc, pour faire la même assiette, on avait de la place pour beaucoup plus de monde. Donc c'est le tournant qu'on a pris, on s'est digitalisé pour avoir un process full online pour que l'investisseur puisse tout faire en ligne. Oui. Et on a pu baisser le seuil d'accès, et maintenant c'est accessible à partir de 2 500 € d'impôt. D'accord. Donc c'est accessible assez rapidement. Ça ouvre le spectre. Voilà. La moyenne quand même, parce que l'investisseur moyen, il est plutôt aux alentours de 10 000 à 12 000 € d'imposition. Mais c'est vrai qu'on peut y accéder très tôt. D'accord. Alors, quand on parle du Girardin, malheureusement, parfois, on a des petites histoires qui viennent aux oreilles avec des histoires un peu sulfureuses, de redressement fiscal ou bien de montage très compliqué qui se soldent par des échecs et des conséquences malheureuses pour les investisseurs. Alors, là aussi, mythe ou réalité, et puis surtout, quels sont les éventuels dangers de ce type d'investissement? Alors, vous avez bien raison, parce que je suis arrivé chez Interinvest en 2009. Et on me parlait déjà des risques du Girardin en disant attention, attends, j'ai vu plein d'histoires, etc. Il y en a encore, ça continue. Je confirme, j'ai eu un redressement fiscal, j'en suis au 7e en 9 ans. Voilà, ça continue. Alors la réponse, elle est double, parce qu'il y a la problématique de redressement fiscal, qui est en général liée au structureur de l'opération, à l'opérateur. C'est un métier qui n'est pas très régulé, et donc il y a un peu n'importe qui peut venir et dire je monte des opérations, etc. Nous, on a fait le choix d'aller chercher une co-régulation parce qu'on est entreprise d'investissement et établissement financier auprès de l'AMF et de la CPR, mais c'est un choix spontané pour couvrir nos activités, mais ce n'est pas obligatoire. Donc c'est vrai qu'on a une autorité de contrôle qui nous vérifie, mais d'autres opérateurs peuvent être un peu moins scrupuleux et ça peut causer justement des risques. Mais le métier quand même se professionnalise et au fur et à mesure, ça part un peu. Ça, c'est au niveau du montage. Et après, il y a un autre effet, c'est que c'est un dispositif en soi qui est risqué. Parce que je vous ai donné pour l'investisseur le gain pour lui, c'est-à-dire moi j'investis pour réduire mon impôt. Mais de l'autre côté, vous avez quand même une contrainte, c'est que le bien doit être exploité au minimum pendant 5 ans par l'entreprise locale. Oui, et si ce n'est pas le cas, l'administration peut reprendre l'avantage fiscal. Donc ça, c'est un risque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est souvent focalisé sur l'investisseur. Quel est le but? Le but de l'investisseur, c'est de la rentabilité et de la sécurité. Mais quel est le but de l'entreprise locale? C'est comme une subvention, donc elle va toucher un apport. Finalement, si moi, j'arrive et je dis, voilà, Interinvest, je vais te financer. Donc elle va dire, OK, la proposition est intéressante, mais est-ce que je ne peux pas avoir une autre proposition? Et c'est un jeu de vase communicant. Plus l'investisseur a de rentabilité,
eh bien moins je peux donner à l'entreprise locale. Bien sûr. Inversement, plus vous avez une rentabilité qui baisse, plus vous pouvez donner à l'entreprise locale. Et l'entreprise locale, elle, son objectif, c'est qu'on lui apporte un maximum. Et donc, c'est là où on appelle aussi à la responsabilité de l'investisseur. Si vous voyez une rentabilité qui est très élevée par rapport au reste... Attention, exactement. Ouais. Allez, très rapidement, donc on voit qu'il y a plein de catastrophes climatiques qui s'enchaînent et je dirais même crise sanitaire avec la Covid-19. Est-ce que tous ces événements ne rendent pas ces investissements plus risqués finalement ? Alors, exemple climatique, on a eu la chance, c'est pas la chance, mais on a eu la tempête Irma, qui a littéralement balayé la Réunion et Saint-Martin. Enfin, pas la Réunion, pardon, la Guadeloupe et Saint-Martin. Surtout à Saint-Martin. Et puis Saint-Barthélemy aussi. Mais ils ont plus de moyens. Très bon exemple, parce que l'administration fiscale, qu'est-ce qu'elle nous a dit ? Elle a dit, je ne vais pas m'amuser à aller rectifier tous les investisseurs. L'objectif, c'est là, au contraire, de construire le nouveau Saint-Martin, de refaire démarrer, et c'est pas le moment où on va pénaliser les investisseurs. Donc ils ont déjà traité entre guillemets ce problème-là en disant en cas de catastrophe naturelle, ils jouent le jeu également et c'est logique. Alors tout à l'heure vous parliez justement un peu de label entre guillemets avec l'AMF qui vous surveille et auquel vous présentez toute chose. Est-ce que vous proposez d'autres types de garanties chez Interinvest par rapport à d'autres monteurs individuels ou CGP ? Alors oui, mais alors par rapport aux CGP, les CGP sont nos partenaires. Nous, on est structureur de l'opération, mais on est distribué via un réseau de conseillers en investissement financier qui distribuent nos opérations. Vous appuyez dessus, en fait. Exactement. Donc nous, on est le fabricant et eux, ils sont la distribution. Et effectivement, nous, on a mis en place un produit qui s'appelle G3F, qui s'appelle Garantie de bonne fin financière et fiscale, où on explique à l'investisseur qu'on va mettre un certain nombre de niveaux de garantie avec une RC Pro à hauteur de 20 millions d'euros, une RC Parapluie à hauteur de 100 millions d'euros et une sécurité financière avec un fonds à hauteur de 10 millions d'euros pour couvrir tous les aléas financiers et fiscaux. En gros, on dit à l'investisseur, soit tu acceptes de prendre une part de risque, et dans ce cas-là, on va avoir une rentabilité un peu plus élevée, ou tu souhaites que ce soit couvert, et dans ce cas-là, c'est G3F qui agit, tu vas perdre un petit peu de rentabilité, mais en contrepartie, tu as une couverture totale et le risque est complètement couvert. D'accord. Très bien, alors maintenant passons à la question du mois qui nous est posée par Caroline de Boutigny. Alors question technique, Jean-Baptiste de Pascal. Elle a eu des échos d'investisseurs ayant eu des problèmes avec le RSI, donc qui est maintenant l'URSSAF, auprès des investissements en jardin industriel. De quoi s'agit-il et est-ce toujours le cas ? Alors déjà, je peux vous confirmer que sans la connaître, elle n'était pas cliente d'Interinvest. Bon. Parce que nous n'avons aucun problème avec RSI. Alors, en fait, c'est plus un problème de structuration. En fait, dans les opérations en loi Girardin, on est souvent obligé de passer par une société de portage qui va détenir le bien. Cette société de portage, pour les petites opérations de moins de 250 000 euros, doit être, il n'y a qu'un véhicule autorisé, c'est une SNC. Et quand vous créez une SNC, normalement, ce n'est pas pour des opérations Girardin. Et donc, quand vous créez une SNC, en général, c'est pour être commerçant. Et à ce moment-là, vous devez vous immatriculer au RSI. Sauf que les investisseurs Girardin, en général, ont une autre activité, ce qui leur génère des revenus, et donc ne sont pas déjà des commerçants. Et donc, quand on crée une SNC pour des opérations Girardin, il y a un certain nombre de contraintes à respecter. Et si vous les respectez bien, eh bien, vous n'avez pas d'affiliation au RSI. Mais comme on le disait tout à l'heure, certains opérateurs un peu moins professionnels ont pas respecté toutes les cases et ça a entraîné que leurs véhicules de portage ont entraîné une affiliation. Et effectivement, dans ce service-là, ensuite se dépatouiller avec une immatriculation RSI, ça peut être très compliqué. Bon, je crois que Caroline a bien compris le message. C'était clair. Eh bien, merci beaucoup Jean-Baptiste de Pascal pour toutes ces réponses. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes le directeur développement et fiscalité chez Interinvest, spécialiste de solutions d'investissement innovantes. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-ça-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide. Aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci. Jean-Baptiste de Pascal. Merci à vous. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.